Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce symposium. Nous allons commencer sans attendre, qui traitera aujourd'hui de la prise en charge des patients complexes. Nous allons avoir 3 orateurs, professeur Gorincourt, que je remercie, qui interviendra en premier, puis les professeurs Biry et Kremer du CHU Strasbourg, qui interviendront dans un deuxième temps, pour traiter à la fois de sujets en échographie et en IRM. Merci à vous, professeur Gorincourt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour, merci de votre présence. Donc, on va parler de télexpertise échographique. Donc, ce symposium est organisé par Philips. Donc, bien évidemment, j'ai un lien d'intérêt avec Philips, dont j'ai le plaisir d'être KOL pour le développement des applications ultrasonores en pédiatrie et pour la grossesse. Donc, on va commencer par une petite vidéo qui devrait partir. Voilà, pour vous montrer l'outil Collaboration Live. An abnormality, an unexpected result. Ultrasound images give insight and clues into every patient. But sometimes, to decipher those clues, you need access to your team in real time. Now, Philips' industry-leading healthcare technology is connecting healthcare professionals in a new and revolutionary way. Collaboration Live enables you to streamline your ultrasound exam, training and service time with next-level communication, knowledge and real-time support. Collaboration Live empowers you to expand access to your team and effectively treat patients, engaging users via text, voice call, screen sharing, webcam feed, and remote system control. Increase both the speed of care and satisfaction of patients by delivering consultations directly to your exam room with Collaboration Live's rapid communication. Conferring with peers in real time has never been easier. Keeping your staff's knowledge base current and consistent while maintaining your budget is crucial. Collaboration Live offers convenient and cost-effective access to live interactive education and training from experts in their field. Maximize your system uptime with a direct line to a Philips team of experienced technical and clinical remote support specialists. Every patient matters. Every image counts, and so does every minute. Expand real-time access to your team and improve efficiency with Collaboration Live. Innovation and you, Philips. Voilà. Donc, on a eu la chance de pouvoir tester ces outils et l'idée, c'est de vous parler de la façon dont on envisage leur utilisation dans le domaine dont on va parler, c'est-à-dire la télexpertise. Donc, je ne vais pas, sur l'heure du repas, vous assommer avec des éléments réglementaires, mais on va quand même en reprendre quelques-uns si vous voulez bien. Donc, je vous encourage bien sûr à consulter ce rapport de l'HAS, qui est un rapport qui est important pour la télémédecine en général, la téléconsultation, mais le champ de la téléradiologie, de la téléexpertise, y est bien sûr abordé. Donc, la télexpertise qui se définit comme le fait de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient. Donc ça, c'est vraiment le cadre réglementaire qui a été défini dans un premier temps comme réservé à certains patients, ALD, maladies rares, zones dites sous-denses, EHPAD, structures médico-sociales détenues. Le calendrier de déploiement de la télexpertise au profit de l'ensemble des patients sera défini avant la fin de l'année 2020 au regard de l'observation des recours aux actes. Et ça, c'est l'avenant 6, dont vous connaissez l'existence bien sûr, et dont nous parlerons après. Dans ces recommandations, là aussi, on a un volet sur la télexpertise, avec en particulier des obligations de moyens en termes de sécurité, de qualité, de conformité réglementaire et de conformité, bien sûr, aux règles de la déontologie médicale, qui permet d'assurer, je dirais, la partie technique de manière fiable et réglementaire.
avec un élément qui est important, c'est l'implication de cette expertise dans le parcours de soins et avec le fait qu'il y ait été défini dans ce rapport qu'il n'y avait pas d'application stricto sensu du respect du parcours de soins coordonné avec orientation initiale par le médecin traitant dans le cadre de la téléexpertise, mais une condition de connaissance préalable du patient par le médecin requis dans les 12 mois précédant la téléexpertise. Et il est bien recommandé que ces recommandations ne semblent pas très adaptées pour la téléexpertise prévue par l'avenant 6. On va y revenir car un petit peu trop complexe, effectivement. La temporalité d'informer dans les 12 mois précédemment apparaît pas forcément quelque chose de très applicable en routine. Et effectivement, les deux volets, on va en reparler, les deux volets sont envisagés. La téléexpertise asynchrone, c'est-à-dire, je dirais, l'envoi de données, d'images à un expert avec une temporalité différente et la nécessité pour lui de renvoyer son avis dans un délai aussi à définir. Et la téléexpertise qui peut être synchrone, où il n'y a, comme c'est écrit ici, pas planification, mais finalement, vous allez voir qu'une des visions qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on peut à la fois faire de la téléexpertise synchrone, mais finalement avec une forme de planification. Ici, les deux niveaux d'expertise, pardon, je vais passer vite ça sur la téléexpertise de niveau 1, un avis donné sur une question circonscrite sans réaliser une étude approfondie d'une situation médicale, et le niveau 2 contenant un avis circonstancié donné en réponse à l'exposition d'une situation médicale complexe après étude approfondie et mise en cohérence. Ça, ce sont les cadres généraux. Et pour finir avec les prérequis, il n'exige pas un échange de vidéotransmission. Et là, c'est intéressant parce que même s'il n'est pas exigé, vous allez voir que les outils de type Collaboration Lab, finalement, permettent d'avoir une interaction assez directe. D'une part, la prise complète de la main de l'opérateur à distance de l'échographe, c'est-à-dire qu'on peut modifier les réglages de l'échographe, le zoom, la focale, etc. On peut aussi mettre un pointeur et montrer à l'opérateur, qui lui est sur site avec le patient, l'image qui peut être suspecte, anormale, où on va avoir besoin qu'il développe son analyse anatomique de cette structure. Donc, on va parler de télééchographie, et vous voyez qu'il y a d'emblée ces deux cadres qui ont été posés, la télééchographie asynchrone et la télééchographie, c'est en avance, synchrone et asynchrone. Pour ce qui est de l'asynchrone, c'est un champ sur lequel on travaille actuellement dans notre centre d'imagerie médicale avec mon associé Edwin Quarello, qui a travaillé sur un protocole de téléexpertise asynchrone dans le domaine de l'échographie de grossesse, dont on n'a pas forcément idée au départ que ce soit un champ qui soit très applicable. On a travaillé avec un de nos échographistes avec qui on travaille, qui est un échographiste dépisteur, avec qui on travaille beaucoup, qui nous envoie beaucoup de patientes en deuxième avis. Et finalement, on s'est posé la question, ces patientes habitant à Toulon, si on ne pouvait pas, dans un certain nombre de cas, éviter le déplacement aux patientes par un système de téléexpertise asynchrone. Donc Edwin et Antoine ont mis en place tout un protocole de transfert d'images, de vidéos et d'envoi du dossier avec un avis qui était rendu par Edwin sur cette téléexpertise. Ils ont inclus presque 200 demandes de deuxième avis finalement sur 141 patientes et vous voyez que finalement la conclusion a été l'existence réelle d'une image anormale dans 20% des cas. Et donc, dans 20% des cas, ensuite, à peu près la moitié ont pu être continuées à gérer localement par Antoine et la moitié ont été vues en téléexpertise, enfin en expertise réelle par Edwin sur site, ce qui veut dire qu'au final, seulement 10% des patientes se sont déplacées pour un deuxième avis physique. Donc ça, la téléexpertise asynchrone, on a la preuve de concept sur l'échographie de grossesse, ça marche, ça nécessite une protocolisation assez stricte, mais ça marche bien. L'autre possibilité, c'est l'expertise synchrone. Alors, il peut y avoir deux options, deux visions là-dessus. La première vision, c'est l'option qu'on voit développée par certaines sociétés avec ces robots, ces bras robotiques qui vont permettre de prépositionner la sonde sur le patient. Je vous avoue que ce n'est pas forcément le modèle dans lequel je crois le plus. Au final, je pense qu'on a une population d'échographistes de premier niveau potentiel, soit des échographistes, des gynécos, des radiologues, qui font de l'échographie, par exemple de dépistage de la grossesse, qui savent très bien faire. Et puis on a bien sûr tout le pool des manipulateurs radio, qui sont très demandeurs aussi de travail sur l'échographie. Il commence à y avoir beaucoup de protocoles de délégation de tâches. Ça marche bien quand c'est bien encadré. Donc cette option 1, je dirais, elle est envisageable
ça me faisait rigoler parce que Vincent Vidal parlait sur la session de la radiologie interventionnelle dans l'espace, et la question se posait de est-ce qu'il faudrait un bras robotisé pour faire une échographie à Thomas Pesquet ou un de ses co-astronautes s'il y avait une douleur abdominale. Moi, je pense que c'est aussi simple d'apprendre à Thomas Pesquet à faire une échographie, à acquérir les images. Vu son niveau, je ne pense pas que ce soit très compliqué de lui apprendre à faire quelques images sur le foie, la vésicule, etc. La deuxième option, c'est plutôt celle qui nous semble intéressante, c'est de travailler, je dirais, en strates. Il y a des échographistes qu'on va appeler des dépisteurs, un premier niveau, et puis en phase 2, des échographistes de deuxième niveau ou diagnosticiens. Alors, selon je dirais, la géographie de votre environnement, ces échographistes dépisteurs pourront être par exemple des manipulateurs, pourront être des sages-femmes, c'est le cas pour les échographies de grossesse, pourront être des radiologues entre guillemets généralistes, ça arrive aussi. Moi j'ai des collègues radiologues généralistes qui parfois ont des besoins sur une échographie pédiatrique où ils ne sont pas forcément une expertise. D'un deuxième avis, aujourd'hui on fait venir les patients, on peut imaginer tout à fait ce process-là aussi pour certaines spécificités d'échographie et de pathologie surtout, et puis des échographistes, on va dire plutôt diagnostiquins, donc des radiologues un peu plus spécialisés, des gynécos, Edwin Quarello et gynéco, qui vont être, on va dire, le deuxième rideau. Et bien sûr, la clé là-dedans, d'abord, c'est la constitution de ce réseau. Nous, aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des radiologues, des sages-femmes, parfois des médecins de plusieurs spécialités qui font aussi de l'échographie, des gynécos, bien sûr. Donc le réseau, il est construit entre, je dirais, les échographistes de premier niveau et les échographistes un petit peu plus experts. Donc ça prend du temps de construire ce réseau-là. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est des outils concrets pour permettre de travailler entre nous. Et ce type de solution-là, pour l'avoir testé, effectivement, on a accès directement à la machine, on prend la main sur la machine et on va pouvoir donner des indications. Moi, j'ai toujours eu la conviction, quand je fais de l'échographie, depuis que j'en fais, que l'acte le plus compliqué pendant l'échographie, c'est mon cerveau qui le fait, c'est pas ma main. C'est-à-dire que c'est la connaissance de la pathologie que j'ai, que le manipulateur n'a pas forcément. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an au Québec, j'ai appris l'échographie de grossesse avec des manipulateurs. C'est les meilleurs opérateurs que j'ai rencontrés. Ils étaient capables de faire dans 99% des cas les 40 images demandées avec le même zoom, la même focale, etc. Ça prend beaucoup de temps pour les former. On est un peu différent du modèle nord-américain pur, où je pense que la qualité des échographies est un peu moins bonne, mais le modèle québécois, il est extrêmement exigeant sur la qualité de ses opérateurs échographiques, et je pense que là, il y a vraiment un chemin à trouver. Alors ça demande beaucoup d'organisation, ça demande du temps de préparation, ça demande de la disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut des deux côtés, côté dépisteur et diagnosticien, il faut des gens qui soient nombreux, experts et qui soient aussi disponibles. Donc ça s'organise sous la forme, entre guillemets, de plages de disponibilité dans l'emploi du temps, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et puis bien sûr, on va y revenir, ça nécessite aussi une valorisation et c'est un des enjeux qui n'est pas complètement réglé avec la téléexpertise. Donc organisation, disponibilité, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose qui s'anticipe. Il y a une grosse demande. Nous, on travaille avec une quinzaine de sages-femmes échographistes qui font de l'échographie de grossesse, qui en font très bien. Mais c'est vrai qu'elles sont très demandeuses. Ils sont très demandeurs aussi. Il y a aussi des hommes, de plus en plus, je dirais, de deuxième avis dans une temporalité qui parfois fait que si le premier rendez-vous est dans plusieurs jours, on sait que la patiente, elle va angoisser sur une image suspecte d'être anormale pendant un certain temps. Et on sait que 8 fois sur 10, finalement, on pourra les rassurer assez rapidement. Donc il y a une demande, je dirais, des deux côtés. Et puis nous, ça nous permet aussi, je dirais, d'avoir une gestion du flux de patients qui est un petit peu plus simple et pas forcément de devoir voir les patientes en présentiel dans un premier temps, mais de discuter lors d'une session, entre guillemets, de téléexpertise en direct, de savoir si c'est nécessaire ou pas de faire déplacer la patiente. Alors ça paraît simple quand c'est tout long, mais des fois c'est la Corse, par exemple. Donc faire déplacer une patiente de Corse pour un cavum un petit peu large qui en fait est une variante de la normale, en fait les implications elles sont vraiment assez concrètes pour le patient et l'organisation du système. Alors la valorisation, on y vient, c'est effectivement c'est l'avenant 6, vous êtes bien sûr très au courant de tout ça. Donc le médecin dit requérant, qu'il soit médecin spécialiste de médecine générale ou d'autres spécialités, peut solliciter l'avis d'un confrère, dit le médecin requis en raison de sa formation, de sa compétence. Et dans les situations médicales qui sont susceptibles d'être concernées, il revient au médecin requérant d'apprécier, donc ça effectivement c'est une discussion collégiale, et une prise en charge, comme c'est noté par l'assurance maladie. Donc comme je vous le disais, les situations pour l'instant étaient circonscrites aux ALD, maladies rares, etc. Et puis effectivement, l'avenant 6 a ouvert un petit peu ce champ-là.
avec une valorisation aujourd'hui qui est assimilée, vous voyez, juridiquement à des actes de consultation externe, avec les 2 niveaux de téléexpertise qui sont aujourd'hui valorisés sur la base de 12 € et de 20 €, selon que ce soit du niveau 1 ou du niveau 2. Donc effectivement, je dirais, ça pose la question de la pérennité de cette valorisation. Et ça, vous voyez encore une fois, avec une limitation sur le nombre de téléexpertises annuelles par patient pour un même médecin. Donc tout ça est bien sûr très encadré et ça doit l'être. Et c'est une question qu'on s'est posée tout de suite quand on a commencé à travailler sur la téléexpertise asynchrone avec nos collègues sages-femmes. Et donc c'est une deuxième partie de l'étude d'Antoine et Edwin qui ont travaillé sur la minimisation des coûts. Donc sur cette même cohorte de à peu près 300 patientes inclus dans ce protocole de téléexpertise asynchrone, il est ressorti en moyenne que le coût, la réduction du coût total moyen par patiente est estimée à environ 123,40 €. Donc au final, c'est pas si mal que ça, et ça questionne, je dirais, la balance du 12 et du 20 € en face du 123 € qui est potentiellement économisé par chaque acte de téléexpertise asynchrone. Voilà rapidement je dirais, la vision que je voulais partager avec vous sur cette expertise échographique, et je suis bien sûr disponible si vous avez des questions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être 2 questions pour ma part, professeur Gorincourt. Première question, peut-être revenir un petit peu en amont dans la formation. Quel intérêt pour la formation, par exemple, des internes ou d'autres profils? Alors, je dirais, il y a dans ma conception, encore une fois, qui n'est pas la seule, la façon dont j'ai été formé à l'écho et où j'ai formé les jeunes à l'écho, il y a un moment de l'échographie au début où c'est compliqué d'apprendre aux jeunes conformes sans être à côté. Moi, j'ai un côté, je dirais, manuel, hein, donc je vais prendre la sonde avec lui, je vais lui montrer où c'est qu'il faut mettre, parfois ne serait-ce que comment il faut appuyer, parce que souvent ils appuient entre guillemets pas assez fort, c'est la première erreur de tout interne, hein, il appuie pas assez fort, donc j'arrive, je prends la main, j'ai fait non mais appuie, hein, l'échographie c'est une imagerie de contact. Et je dirais, donc ça c'est la phase initiale. La deuxième phase qui est intéressante, où ces outils-là sont intéressants aussi, c'est la phase de mise en autonomie, où effectivement le système, encore une fois au Québec, le système était organisé dans le service où j'étais à Sainte-Justine, il y avait 10 salles d'échographie. Il y avait 5 internes, 5 manips, donc 5 internes en formation et 5 manips formés. Et il y avait 3 seniors qui géraient ces 10 salles d'échographie. L'interne ou le manip faisait l'acquisition des images, revenait dans une salle centrale où il y avait des consoles de PACS, montrait toutes les images qui devaient suivre le protocole. Le senior validait ces images, regardait s'il en manquait, retournait systématiquement voir le patient, ça c'est aussi un plus important par rapport au modèle américain, finissait l'échographie, communiquait avec le patient le résultat, etc. Donc là, dans cette phase-là, oui, probablement que ce type d'outil-là peut aider dans une phase intermédiaire où on peut prendre la main alors que l'interne ou le formé est sur le patient et le senior, le formateur, est à distance et peut effectivement lui montrer. Je pense que c'est un outil pédagogique qui a sa place aussi là-dedans. Je vous remercie. On imagine Thomas Pesquet utilisant Collaboration Live depuis la station internationale. Ça va être intéressant. Merci. Il faut lui demander. Merci. D'autres questions? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonjour à tous. Donc moi, on m'a demandé de parler un petit peu des innovations pour la prise en charge des patients complexes à travers plusieurs solutions. Et dans le domaine qui me concerne le plus particulièrement, c'est l'imagerie ostéo-articulaire, donc l'appareil locomoteur. Alors, moi je ne vous parlerai pas de Covid, hein, Stéphane nous en parlera tout à l'heure, mais Covid et MSK, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des case reports de douleurs de l'épaule suite à l'administration d'un vaccin. Donc les Américains sont très forts, ils ont déjà un acronyme, ça s'appelle CIRVA. Voilà. Donc Shoulder Injury Related to Vaccine Administration. Mais mis à part ça, et quelques anomalies du nerf périphérique, on n'a pas grand-chose. Donc le patient complexe, moi ça ne va pas être le patient dans un contexte pandémique ou difficile, mais ça va être plutôt le patient de tous les jours pour lequel vous avez ce type de résultat. Alors ça, on le connaît tous, hein, et on déteste. Ça, c'est un examen qu'on met directement à la poubelle. Et souvent, quand on s'en rend compte, le patient, il est déjà sorti. Alors, le patient complexe, j'ai réfléchi un petit peu. C'est quoi un patient complexe?
C'est un patient pour lequel déjà l'examen n'est pas réalisable. C'est un patient complexe. L'examen est interrompu. Vous avez la moitié des séquences où elles sont bougées. Il y a des artefacts. Ensuite, c'est des séquences sur lesquelles vous allez avoir un signal qui va être soit mal saturé, soit hétérogène, donc, qui ne sera pas exploitable. On connaît tous les anomalies de saturation, surtout sur les périphéries des mains et des pieds. Et puis, le patient peut également être complexe parce qu'il nous manque une information. Je vais vous tenter de vous expliquer ce que c'est que le manque d'information en IRM avec des nouvelles séquences. Alors, on va pouvoir agir sur ces patients complexes sur les 3 principales phases de notre examen. Donc, le premier, l'installation. Le second, les phases d'acquisition. Vous voyez que j'ai mis les antennes. Ici, c'est une antenne poignée, on en discutera tout de suite après. Je l'ai mis à cheval sur l'installation et l'acquisition parce que c'est une interface, en fait, les antennes. C'est très important de bien installer une antenne et puis c'est très important d'avoir une bonne antenne pour avoir une bonne acquisition. Et puis enfin, on parlera d'interprétation et je vous montrerai quelques exemples de séquences qui, je pense, ont un avenir dans notre discipline. Alors l'installation tout d'abord. Alors, chose très simple, qu'est-ce qui va faire que l'examen va rater ? Qu'est-ce qui fait que l'examen va être raté, va être interrompu ou interprétable ? Une des premières causes qu'on retrouve, la souris est un petit peu capricieuse, déjà c'est l'inconfort physique de l'installation. Alors, si vous faites du body imaging ou de la neuro, c'est relativement simple, il faut mettre le patient sur le dos, bien l'installer, mais si vous faites de l'appareil locomoteur, si vous faites un coude, si vous faites un poignet, si vous faites une cheville, rapidement on peut se trouver dans des mises en place et des installations du patient qui ne sont pas confortables. Et donc ça va être quand même très important. Problème de saut de slide. Donc il va être très important déjà de travailler sur la qualité. Je veux pas. Bon, bref, sur la qualité des tables et sur la qualité des. Si voilà, ça pareil. Sur la qualité des tables et la qualité des antennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a commencé à travailler avec Philips, une des premières choses qui m'a plu, c'est que le lit d'examen, la table d'examen, il est super épais. Et quand on se met dedans, globalement, on n'a plus envie d'en sortir. Et ça, c'est tout bête. C'est tout bête, mais quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal au genou, quand vous avez mal au cervical, et quand on vous met sur un coussin, quelque chose qui est très confortable, déjà, vous avez moins envie de gigoter, moins envie de bouger. Donc il y a quand même plus de chances d'avoir un examen de bonne qualité quand le patient est bien installé. Et enfin, les antennes sont très importantes pour leur qualité de détection, mais également pour leur ergonomie. Vous voyez, ça c'est une antenne poignée, on en reparlera, et c'est une antenne qui est fixée dans les rails, directement sur le côté du patient, et donc on arrive à installer confortablement le patient. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des IRM avec le bras au-dessus de la tête, la position de Superman ou sur le côté. Rapidement, le patient il va sonner. Cette position fait mal. En plus, souvent, quand ils ont mal au poignet, ils ont mal aux épaules et donc les installations deviennent rapidement très compliquées. Ça, c'est la première chose, une installation confortable. Mais surtout, la deuxième chose sur laquelle il va falloir lutter, c'est l'anxiété. L'anxiété du patient, qu'elle soit liée à une claustrophobie, qu'elle soit liée à l'anxiété globale de la maladie, l'anxiété au résultat. Et travailler sur cette anxiété, c'est très important. Et finalement, un des objectifs, et vous voyez qu'il y a plein de données dans la littérature, c'est d'arriver à relâcher le patient, faire diminuer son niveau de stress pour arriver à un patient détendu quand on va le mettre dans la salle d'examen, puis dans la machine. Et finalement, réduire le stress du patient, mais aussi du manipulateur, parce qu'un manipulateur qui est stressé aura forcément des mauvais réflexes, il va avoir moins de patience avec le patient sur l'installation, moins de patience sur l'acquisition. Donc si vous relâchez le stress du patient et du manipulateur, vous augmentez les chances d'avoir un examen réussi. Alors ceci étant dit, dans les phases d'installation, comment peut-on améliorer, limiter l'anxiété ? Il y a plusieurs choses. D'abord, on peut travailler sur l'ambiance globale de la salle. On peut travailler, comme vous voyez, sur les lumières, les formes, les couleurs, de la musique, et donc on est vraiment dans une expérience patient complète. Alors, chez Philips, ce qui a été développé, c'est une solution qui s'appelle Ambient, et vous voyez qu'Ambient, en fait, révolutionne l'architecture globale de la pièce. Déjà, il n'y a plus de coins, tout est très arrondi, donc tout est très enveloppant. Il y a un travail sur le sol, avec une gradation, vous voyez qu'il n'y a pas d'angle, toutes les choses sont très arrondies. Et puis, il y a un gros travail sur la lumière. On retrouve là le cœur de métier historique de Philips. Il y a un gros travail sur la lumière, qu'elle soit en plafonnier ou en projection murale, on en reparlera tout à l'heure. Donc déjà, quand on arrive, on peut plonger le patient dans une espèce de cocon, avec une ambiance, et vous verrez qu'on peut la personnaliser. Donc le patient entre dans la salle, et puis après, on va l'installer. Donc dans l'anneau,
il y a également une solution qu'on peut mettre en place, et cette solution s'appelle InBore. Et InBore, en fait, c'est quoi ? C'est on va installer le patient, on va le coucher sur le dos, et quelle que soit la zone qu'on explore, on va ajouter cette structure que vous voyez ici, qui en fait est un miroir. Et grâce à ce miroir, le patient peut observer ce qu'on va projeter sur le mur au fond de la salle. Alors, ici, c'est sur une antenne tête, mais vous pouvez rajouter cette antenne tête de façon factice à toutes les séquences. Mais si vous allez faire une colonne cervicale ou un bassin ou une colonne lombaire, toute situation dans laquelle le patient doit mettre la tête la première, ça peut vous aider. Et donc voilà ce que va observer le patient, et je reviendrai sur les petits pointillés qui sont présentés en bas. Ce qui est très intéressant avec le InBore, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc en fonction du type de population pédiatrique ou adulte, vous pouvez changer. Donc là, on avait une ambiance pour un enfant, et là, on a une ambiance qu'a choisi un adulte. Alors vous voyez que l'ambiance ici qui a été choisie, c'est des vignes. Je pense que j'aurais choisi le même. Donc on installe le patient, il y a déjà une ambiance, il y a une mise en ambiance, il y a une projection sur le mur, on est complètement enveloppé, on installe le patient, on lui met le casque, et puis on place l'antenne. Encore une fois, cette antenne est recouverte d'un miroir, comme vous le voyez ici, qui permet tout au long du chemin d'avoir ce type d'immersion. Et le dernier élément qui va être très important, c'est qu'un outil qui s'appelle AutoVoice va continuer à s'adresser en permanence au patient. Donc on va lui dire, voilà, 3e séquence, 5e séquence, et vous voyez que le nombre de séquences est affiché, et pour chacune, s'il y a des consignes particulières à donner, ça sera fait automatiquement, ça va libérer un petit peu de temps d'esprit pour votre manipulateur et libérer son stress. Donc on a installé le patient, il est bien détendu, il a une table confortable, il a un environnement qui est pas agressif, un cocooning. On va maintenant mettre les antennes. Et vous voyez que ces antennes, je les ai mises à cheval entre l'installation et l'acquisition, parce qu'elles doivent être confortables pour que l'examen se fasse dans de bonnes conditions, qu'on n'ait pas d'artefact de mouvement, que le patient ne veuille pas s'arrêter, mais elles doivent être également de qualité, parce que quand on fait de l'appareil locomoteur, surtout en périphérie, il faut avoir de bonnes antennes avec un bon rapport signal sur bruit et une bonne capacité de saturation. Alors vous connaissez tous les antennes flex, donc ces antennes, encore une fois, doivent agir sur le confort et le signal. Et donc vous connaissez ces antennes flex qui sont polyvalentes, on peut les utiliser pour le poignet, pour le coude, mais on a rapidement des problèmes en limite de champ. Donc si vous avez un petit peu d'argent, je vous invite vraiment à investir et si vous faites de l'appareil locomoteur de façon régulière, je vous invite vraiment à investir dans des antennes qui sont dédiées. Donc ça, c'est l'antenne que je vous parlais tout au début. On vient de la recevoir et l'utiliser. C'est une 16 canaux au gaufrier. Et vous voyez qu'elle est fixée dans un rail sur le patient, ce qui fait que l'installation est assez confortable. J'ai essayé moi-même. On a les bras le long du corps, le gaufrier tient bien, il n'y a pas assez peu de contraintes sur la main, et on arrive à avoir des séquences de très bonne qualité. Voici ce qu'on fait en routine. Ça, c'est une Arthro IRM. On peut avoir ce type de séquence, donc c'est du 3D DP FATSAT, et vous voyez qu'on a une résolution isotropique, c'est de l'acquisition en 3D, en 0,5 x 0,5 x 0,5 en 4 minutes et demie à peu près. Et je reparlerai un petit peu plus tard de la façon d'avoir des images un petit peu plus rapides. De la même principe, on a cette belle antenne pied. Alors cette antenne pied, je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un chausson qui couvre complètement le patient. Et l'intérêt, c'est qu'on va vraiment avoir une belle image. Là, c'est pareil, je ne travaille plus qu'en 3D. Donc une belle image en 3D. Vous voyez qu'on n'a aucun problème de saturation. On a du signal absolument partout. Le problème, c'est d'extrémité, si vous le connaissez. Il nous manque souvent un petit bout soit de signal, soit de saturation au niveau des orteils. Là, avec ce type d'antenne très enveloppante, on n'a plus du tout ce type de problème. La dernière antenne dont je vous parlais, parce que celle-là aussi, je l'aimais beaucoup, et dès le début, dès que Philippe nous l'avait montré, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est une antenne épaule. Et vous voyez qu'encore une fois, cette épaule, elle est fixée non pas sur le patient, mais elle est fixée directement sur la table. Elle est adhérente à la table de façon fixe, et on a juste un pad après qu'on peut venir placer, vous voyez, sur le patient, ce qui fait qu'on a une installation qui est relativement indépendante de la respiration. Et là également, vous pouvez travailler soit en 2D, soit en 3D, vous voyez, avec des contrastes qui sont un tout petit peu différents, mais en fonction de vos goûts, on arrive tout à fait à travailler avec les deux types de séquences. Donc on a installé le patient, on a mis les antennes, et puis maintenant on va débuter à proprement parler la phase d'acquisition. Et cette phase d'acquisition, elle doit se faire le plus rapidement possible. Alors chez Philips, on appelle ça le Smart Workflow, c'est-à-dire d'avoir une productivité la plus importante possible. Alors ça va débuter par des choses relativement simples, comme un centrage sur l'isocentre qui va se faire de façon automatique, et puis un monitoring par un outil qu'on appelle un Vital Eye, que vous voyez ici, qui est un monitoring en fait extérieur, qui va détecter automatiquement
la respiration de votre patient. Donc ça ne sert pas que pour le digestif, moi je l'utilise pour l'épaule, on peut synchroniser les mouvements respiratoires avec l'antenne d'épaule pour avoir des examens sans aucun artefact. L'autre étape, c'est qu'une fois que vous aviez installé votre patient, c'est le démarrage. Alors là, il y a quelque chose qu'aiment beaucoup les manips, en fait, c'est le lancement de séquences automatique. Dès que vous fermez la porte, en fait, le système va lancer les séquences, donc les études, les phases de calibration, de chim, de pré-chim, tout ça se fait automatiquement. Et donc, quand le manipulateur va arriver à la console, eh bien, il n'aura plus qu'à placer les coupes. Et en fait, maintenant, il n'a même plus à placer les coupes. Parce que là, grâce à l'intelligence artificielle et un autre outil qui s'appelle le Smart Exam, on peut placer automatiquement les coupes et lancer le scanning. C'est-à-dire que l'appareil, la machine, au fur et à mesure d'examen, vous voyez, va reconnaître les structures, va faire un pré-screening et adapter le niveau de coupe, le type de coupe, son orientation et les différentes boîtes de saturation en fonction de l'examen. Vous voyez quelques exemples ici, il y a un auto-centrage et ça se fait automatiquement. Et ça, c'est une des grosses applications de l'intelligence artificielle, ça ne sert pas qu'à détecter les fractures, ni à améliorer le signal bruit, mais ça permet aussi à faire gagner du temps. On parlait de productivité, donc améliorer le workflow. Finalement, là, vous voyez qu'on simplifie vraiment la vie du manip. Vous avez tous observé des manips qui sont perdus, qui doivent faire 5 ou 6 locats. On a déjà perdu 2 minutes, donc ça ne sert à rien d'avoir des séquences accélérées si vous perdez du temps sur cette phase-là. Donc là, ça c'est vraiment une avancée majeure dans notre acquisition avec l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez lancé vos séquences, quelles séquences allez-vous lancer? Je ferai juste une slide sur les fameuses séquences accélérées. Donc, chez Philips, ça s'appelle le Compress Sense. Alors, le Compress Sense, nous, on l'utilise beaucoup. On l'utilise pour toutes les articulations. Ça peut servir soit à réduire votre temps d'examen, c'est un choix, soit à augmenter la résolution. Alors, nous, on a pris plutôt le parti à Strasbourg de réduire le temps d'examen et on arrive à ce type d'examen. Donc, on a une IRM de genou complète en moins de 6 minutes. Avec une sagittal T1 de 50 secondes, et vous voyez ce 3DDP isotropique en 0,6 cube, avec une excellente résolution, ce qui nous permet de construire dans les 3 plans. J'arrive à la dernière partie de cette présentation, c'est l'interprétation. Donc, une question que je vous avais posée au début, nous manque-t-il des informations quand on fait l'IRM? Donc, si vous faites de l'appareil locomoteur, vous savez que quand vous faites une IRM, il vous manque des informations. Et ces informations, eh bien, en fait, c'est des informations qu'on obtient au scanner. Vous reconnaissez ici une image d'arthro-IRM, vous avez une image de l'arthroscanner correspondant. Et puis, ce qui nous manque finalement, c'est directement une information, on va dire, city-like sur l'IRM. Et bien, ces séquences, elles commencent à arriver. Donc, chez Philips, ça s'appelle BoneView. C'est des séquences en 3D, en écho multiple. Et voyez, on obtient ce type d'image. Alors on change un petit peu de paradigme là, c'est vraiment nouveau, on est quelque chose il faut apprendre, il y a une nouvelle sémiologie. C'est des imageries qui se font assez vite, vous voyez c'est de la 3D en écho de gradient donc ça va assez vite. Ça c'est un poignet en isotropique en 0,5 mm3 qu'on a acquis en 2 minutes 30. Alors l'information elle est peut-être pas évidente, c'est pas une information en densité, c'est une information sur le temps de relaxation des tissus. Vous voyez qu'on voit très bien les corticales, mais on voit également très bien les tendons. Pourquoi? C'est parce que toutes ces structures ont des temps de relaxation très 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 courts. Alors, ça s'approche du ZTE de la concurrence ou des séquences UTE, mais qui sont utilisées depuis 20 ans sans application clinique. Et là, je trouve qu'on a vraiment changé un palier parce qu'on récupère énormément de signal. Pour avoir essayé des séquences avec du 0 TE ou de l'ultra short TE, qui donnent ce type d'image, on a souvent très peu de signal, c'est pas satisfaisant. Donc là, je pense qu'il y a un bel avenir. On peut essayer ce type de structure sur tous les organes. Donc on les a utilisés sur tout. Alors vous voyez par exemple ici, on a une arthropathie acromio-claviculaire. L'imagerie va très bien vous montrer les érosions à l'intérieur, retrouver la corticale. Et puis sur un genou, vous voyez qu'on a une très très belle analyse de différents ligaments avec, vous voyez, des signaux qui vont être différents en fonction de la densité collagénique. Et il y a sûrement plein de choses encore à explorer sur des ruptures partielles de ligaments ou des phases pré-rupturaires avec ce type de séquence. Et la dernière image dont je voulais vous montrer, c'est une image de colonne, où là je pense qu'il y a vraiment un vrai avenir et ça peut résoudre beaucoup de nos problèmes. Vous avez ici une IRM en axial T2, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de monde dans ce foramen. C'est parfois difficile de trancher, est-ce que c'est une hernie, est-ce que c'est un bout d'ostéophyte, est-ce que c'est juste une incarthrose? Et vous savez très bien que on attend souvent avoir le scanner pour répondre à la question.
On voit très bien que cette sténose ici, elle est d'origine osseuse. Et puis, quand on compare avec le bone view, dans cette séquence en écho de gradient, on voit très bien que c'est effectivement un ostéophyte qui vient fermer ce canal et que là, le chirurgien, il va falloir utiliser la fraise s'il veut libérer son foramen. Donc, pour conclure, quelles sont les innovations proposées pour la prise en charge des patients complexes en imagerie ostéo-articulaire? On a vu qu'on peut agir sur les phases d'installation avec le système ambient, le système inboard, donc vraiment détendre le patient, le mettre dans les meilleures conditions possibles. Utiliser des antennes de bonne qualité avec l'utilisation de séquences accélérées qui permettent vraiment de faire de l'imagerie vraiment très rapide, des séquences, comme je l'ai dit, de genoux, moins de 6 minutes. Et je pense qu'on va encore gagner du temps avec l'intelligence artificielle qui permet le placement automatique et le lancement des séquences. Et puis l'interprétation avec, comme je vous l'ai montré, cette nouvelle imagerie de l'os et des tissus conjonctifs qu'on voit avec le bone view. Et je termine sur cette diapo ma présentation. Merci, professeur. Y a-t-il des questions? Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est que vous disent les patients? Quel est le retour des patients sur ces solutions? Alors sur l'ambiance, c'est-à-dire la gestion de la lumière, ça les impressionne beaucoup parce qu'en fait, il y a un effet surprise, ils arrivent, ils ne s'attendent pas du tout à voir ça. Ils ont l'habitude des vieilles salles d'examen avec des coins carrés, c'est assez sombre, c'est très anguleux, c'est très agressif. Ils sont très agréablement surpris. Donc il y a déjà un petit effet de surprise et ça marche sur les adultes qui sont stressés et puis vous imaginez bien, ça marche extrêmement bien chez les enfants. Donc c'est vraiment c'est un vrai plus qu'on ressent instantanément. Et pour moi, pour mettre allongé dedans, quand vous allongez sur une table d'IRM et puis le décor globalement, c'est ce que vous voyez au plafond, c'est pas terrible. Si vous êtes dans une ambiance comme ça, tout de suite on se détend. Et moi, je pense que c'est une des clés. C'est-à-dire qu'on peut toujours travailler sur des séquences encore plus rapides. Si on perd 10 minutes à mettre le patient confortablement, ça sert à rien de faire du compress-sense. Merci. Deuxième question, comment voyez-vous le futur de l'imagerie ostéo-articulaire, en particulier 3D ultra-fast ou encore la place des applications d'intelligence artificielle dans la phase plutôt d'interprétation? Alors, donc il y aura plusieurs points. Je parlais d'interprétation à la fin. Je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner du rapport signal sur bruit. Et donc, on va soit gagner en résolution, soit vraiment diminuer avec des temps, je pense, faire du 3D, comme je vous l'ai montré sur un poignet, qui était en 4 minutes, le faire en 2, voire 3 minutes. Quelque chose comme ça, je pense que vraiment il y a un gain. Et après, pour la détection, en IRM, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour l'intelligence artificielle. On n'en est pas encore à ce stade, on reste vraiment sur le stade réfracture, donc là, je n'ai pas de réponse. Je pense que dans les prochaines années, l'intelligence artificielle, il faudra surtout la mettre sur le workflow, a priori. Bien. Merci, professeur. Bon, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je termine sur le patient complexe qu'on a connu la dernière année avec l'épidémie de Covid. Et c'est vrai que vous m'auriez parlé au début de l'épidémie de Covid que j'allais faire une présentation au JFR un an après en parlant de neuroradio et Covid. J'avais quand même beaucoup de mal à y croire. Et au début du Covid, ma femme qui est virologue, moi, je pensais que je serais en vacances, mais en fait, on n'a pas trop eu de vacances. Alors, voilà. Donc, le premier papier qui est sorti, c'était un papier chinois à l'époque, qui avait rapporté des atteintes neurologiques chez les premiers patients qui avaient été hospitalisés à Wuhan, avec des tableaux qui étaient extrêmement divers, qui allaient de simples céphalées jusqu'à des comas. Et puis, on avait déjà des cas d'atteinte du système nerveux périphérique, avec en particulier ces atteintes de l'odorat. Et en fait, ça a été très très rapidement confirmé sur des séries plus larges, avec essentiellement des atteintes du système nerveux central et à moindre mesure des atteintes du système nerveux périphérique. Alors, ces manifestations neuro et Covid-19, en fait, il est extrêmement difficile de connaître l'incidence parce qu'on a une telle inhomogénéité d'une étude à l'autre. Mais ce qu'on sait, c'est que, et c'est là que les patients étaient complexes, c'est que c'était surtout chez des patients qui avaient des infections graves. Et ce que je vais vous montrer, c'est essentiellement des patients qui étaient hospitalisés au sein de nos services de réanimation. Et donc, bien sûr, c'était des patients qui avaient des comorbidités, avec des défaillances multisystémiques. Et malheureusement, c'était souvent associé à une mortalité qui était plus élevée.
Alors là, je vous ai pris une slide de l'épidémie de Covid au CHU de Strasbourg. Et malheureusement, comme vous le savez tous, on a pris de plein fouet la première vague. Donc là, en haut, je vous ai représenté avec deux couleurs. Le rouge, correspond au nombre de patients en réa. Et donc, il faut savoir qu'au CHU, on a 90 lits de réa en temps normal. Et là, on a augmenté nos capacités de réa à 210 lits. Et on avait plus de 180 patients en même temps en réanimation. Et puis, on avait 600 Covid hospitalisés à l'hôpital. Et en bas, je vous ai représenté en fait le nombre de patients qu'on passait en IRM. Et vous voyez qu'on a passé un nombre très conséquent de malades, essentiellement en IRM dans le service du professeur Roy au NHC, sur une IRM Philips. Et c'était essentiellement des patients de réanimation. En parallèle de ça, j'étais chargé par la Société française de neuroradio de colliger les cas au niveau national, et ça on l'a fait très rapidement. Dès le mois d'avril, on récupérait les IRM de toute la France, et très rapidement on est arrivé à colliger les cas de 20 centres avec plus de 250 IRM. Alors là, je vous montre la première IRM qui a été réalisée au NHC chez un patient Covid-19. Et vous allez voir qu'en fait, ils avaient tous le même motif d'IRM. C'était des patients qui étaient depuis 2-3 semaines en réanimation pour un SDRA. Et en fait, il y avait des difficultés de réveil. Et en fait, les réanimateurs nous décrivaient un tableau qui était très bizarre. C'était des patients qui étaient extrêmement agités. Et au moment où on levait la sédation, on était en fait obligé de les réendormir. Et donc, c'est pas facile de passer des patients intubés, ventilés, qui sont pas toujours très stables en IRM, parce que vous savez, donc ils ont la sonde d'intubation, et comme ils sont infectés, on met un filtre au bout de la sonde d'intubation, et ensuite, ils ont un raccord. Et donc, le but, c'est de maintenir à tout prix le filtre en place, parce que si le filtre se désadapte, en fait, on est obligé de libérer la pièce pendant 3 heures. Alors que si on arrive à garder le filtre en place, c'est un nettoyage de machine d'à peu près 20 minutes. Donc c'est un temps d'installation d'1 heure, 1 heure et demie. Et malgré ça, il y a pratiquement 70 à 80 patients qui ont été passés pendant la première vague en IRM. Et donc là, je vous montre des reconstructions à partir d'un 3D flair isotropique. Et vous savez qu'à Strasbourg, mais pratiquement maintenant dans toute la France, on fait le flair après Gadot, parce que le flair après Gadot permet d'avoir une meilleure prise de contraste sur le T1 qu'on va faire ensuite. Mais ça a aussi un intérêt, parce que le flair en fait a un effet T1. Et si vous regardez bien, dans les espaces sous-arachnoïdiens, dans les 2 régions occipitales, et puis dans la région frontale droite, vous avez des petites zones en hypersignal qui correspondent à des prises de contraste leptoméningées. Et du coup, au début de cette vague, on a été beaucoup sollicité par les réanimateurs, et donc ils ont publié ce papier-là dans le New England, où ils rapportaient justement la survenue de ces troubles à type d'agitation et de réveil difficile chez ces patients. Et nous, donc, on a réalisé des IRM chez ces patients, et comme vous pouvez le voir, sur 13 patients qu'on avait passés au début de la vague en IRM, il y en a 8 qui avaient des prises de contraste leptoméningées. Et puis on profitait du même temps d'IRM pour leur faire une séquence de perfusion sans injection en faisant de l'ASL. Et en fait, ils avaient tous des anomalies de la perfusion cérébrale. Alors, ça c'est un autre patient, et donc un T1 100, un T1 3D en spinéco avec injection de Gadot. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des petites prises de contraste dans le parenchyme cérébral qui correspondent probablement à des prises de contraste vasculaires ou périvasculaires, un type de vascularite. Et puis ensuite, vous avez le flair Gadot, et là, on voit très bien les prises de contraste leptoméningées, bien mieux que sur l'image du T1 3D spinéco que je vous ai mis juste à côté. Et donc ça, c'était extrêmement fréquent, et donc ça peut être limité ou diffus, ça peut être isolé, alors parfois on n'avait que ça, ou bien parfois juste un petit point. Et je pense que c'est probablement sous-diagnostiqué, parce que pour pouvoir les voir, il faut avoir déjà un bon 3D flair, où on n'a pas d'artefact dans les espaces sous-arachnoïdiens, mais surtout avoir un 3D flair après injection de Gadot. Alors, c'était connu avant le Covid dans d'autres infections, mais c'était extrêmement rare. Et on pense en fait que c'est probablement
plutôt un problème inflammatoire plutôt que infectieux, parce que ça survient, comme je vous l'ai dit, comme les IRM ont été réalisés 2-3 semaines après le début de l'hospitalisation, au moment où, a priori, le germe est souvent peu retrouvé dans le LCR. Alors là, je vous présente le premier papier qu'on avait sorti à partir de cette cohorte nationale de patients Covid de la SFNR, et les motifs de réalisation d'IRM au niveau national étaient les mêmes que chez nous, c'est-à-dire troubles de la conscience, confusion, agitation. Et une IRM sur 2 était normale, mais elles n'avaient pas toutes le même protocole. Et donc, en particulier, on n'avait pas toujours l'injection, on n'avait pas toujours de 3D flair, donc elles étaient normales avec ceux dont on disposait. Un tiers des patients retrouvaient un AVC, et puis vous voyez que 17% d'entre eux avaient ces anomalies leptoméningées, et puis entre 10 et 15% avaient des anomalies intraparenchymateuses. Alors, juste un mot sur Covid et AVC ischémique. Est-ce que qui est l'œuf et qui est la poule? Alors, c'est assez fréquent chez les patients hospitalisés. Et il y a un très bon papier qui était sorti dans le JAMA qui avait montré que la fréquence était 7,5 fois supérieure à des patients hospitalisés pour une grippe. Donc, on peut vraiment se poser la question s'il n'y a pas un lien entre les deux. Et ces AVC étaient fréquents en cas d'infection sévère. Et si on compare une population d'AVC chez des Covid et chez des patients qui n'ont pas le Covid, eh bien, il y a plus d'AVC cryptogéniques, plutôt chez des hommes jeunes, avec une clinique qui est plus sévère. Alors, dans les papiers anglo-saxons, plutôt dans une population noire ou hispanique, avec des formes particulières d'occlusion de gros vaisseaux, d'atteinte multiterritorielle, et avec une incidence élevée d'AVC intra-hospitalier, avec un pronostic fonctionnel péjoratif et surtout une mortalité élevée. Alors si on regarde d'un peu plus près, est-ce que le Covid finalement est un facteur de risque d'AVC? Eh bien ça pourrait être le cas, parce que vous savez que les patients ont des troubles de la coagulation, avec des D-dimères augmentés, et puis ils ont aussi une inflammation systémique qui peut induire une artérite. C'est des patients qui font des embolies pulmonaires, et puis ils ont parfois des atteintes cardiaques avec des cardiomyopathies. Et enfin, bien sûr, la plupart d'entre eux ont une hypoxémie sévère. Et donc là, c'est un autre patient. Donc en haut, je vous montre l'IRM qui a été réalisé pendant son séjour en réanimation, avec les reconstructions à partir du 3D flair et puis les reconstructions à partir du 3D T1 Spineko-Gado. Et ce qui est intéressant, regardez sur le 3D T1 Spineko-Gado, parce que je n'arrive pas à voir la souris, vous avez une prise de contraste des parois du tronc basilaire. Donc en fait, vous avez une artérite. Donc ce n'était pas nécessaire de faire des séquences en black blood. Juste avec le 3D-T1, on arrivait à le mettre en évidence. Et en bas, je vous ai mis l'IRM de contrôle à 3 mois. En fait, il a développé de petites lésions vasculaires de la substance blanche avec une régression complète de l'inflammation pariétale au niveau du tronc basilaire. Alors Covid et AVC hémorragique, là, c'est pas évident l'association entre les deux. On pense qu'ils ont plus tendance à saigner quand ils ont fait un AVC ischémique. Et puis, ils sont souvent sous anticoagulation, soit de manière préventive, à cause de l'hypercoagulabilité dont on a parlé, ou bien thérapeutique en cas d'embolie pulmonaire. Et par contre, ce qu'on a beaucoup retrouvé chez ces patients, c'est des micro-hémorragies de la substance blanche qui pouvaient être isolées ou associées à des hémorragies sous-arachnoïdiennes ou intraparenchymateuses. Et voilà, ça c'est un exemple typique. Et ça, c'était surtout visible sur des séquences SWI avec ces microspots hémorragiques au sein de la substance blanche, aussi bien au sein de la fosse cérébrale postérieure qu'à l'étage substentoriel. Et parfois, ça peut être très discret. Et donc, c'est pour ça qu'on peut passer à côté en T2 en écho de gradient, et d'où la supériorité de la SWI. Alors, c'est différent des hémorragies, de l'angiopathie amyloïde ou de l'hypertension, parce qu'il n'y a pas d'atteinte du gris. Et puis, il y a une localisation préférentielle dans les pédoncules cérébelleux, les capsules internes et le corps calleux. Alors, en termes de mécanisme, il y a plein d'hypothèses dans la littérature. Est-ce que ça aurait un rôle de l'hypoxémie ? Alors ça, c'est possible parce que c'est décrit chez des patients des gens qui font de la haute altitude. Donc on peut retrouver ça chez des gens qui sont montés sur l'Everest, mais également chez des patients de réanimation qui ont fait des hypoxémies sévères. Après, dans les Covid, on sait qu'ils font des microangiopathies. Alors ça pourrait être une conséquence de la microangiopathies. Nous, on a vu un lien avec l'hyperuricémie, mais il y a peut-être une association de différents mécanismes. Et donc, je vais finir sur les anomalies
intraparenchymateuses. Et celles-là, franchement, on ne s'attendait pas du tout à les trouver. Là, c'est sur les 190 premiers patients, il y en a 37 qui avaient des anomalies intraparenchymateuses qui étaient extrêmement variées, ce qui nous a conduit en fait à essayer de les regrouper sous forme de patterns pour un peu mieux comprendre ce qu'on voyait. Et donc, je vais finir rapidement sur les différents patterns. Alors, dans le blanc, qui est souvent la localisation la plus fréquente, vous pouvez avoir ces hypersignaux flares extrêmement extensifs au sein de la substance blanche. On peut avoir des lésions multifocales de la substance blanche qui ressemblent un peu à des œdèmes ou éventuellement à des vascularites. On a eu des presses avec des atteintes postérieures qui étaient réversibles, ce qui est extrêmement surprenant. On a eu ce qu'on appelle des cloques, c'est des œdèmes cytotoxiques du corps calleux qui régressent en fait au bout de 15 jours, qu'on voit très bien sur les séquences de diffusion. Et ce que nous, on n'a pas eu, c'est des atteintes des deux claustromes en hypersignal flare et en diffusion. Dans les atteintes du gris, il y a des encéphalites aiguës nécrosantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tout premier papier qui était sorti dans Radiology rapportait un cas d'encéphalite aiguë nécrosante. Nous, on a eu beaucoup d'atteintes des hippocampes et du cortex. Ça a été fréquemment décrit. Ça ressemble à des encéphalites limbiques. Donc, c'est probablement des phénomènes dysimmunitaires. Et puis, on avait des lésions hémorragiques des noyaux gris centraux. Et plus rarement, on peut avoir des atteintes de la moelle, comme dans ce dossier là, que m'a envoyé Sylvie Grand de Grenoble, avec des myélites extrêmement extensives. Mais il y a également des atteintes du système nerveux périphérique. Donc ça, c'est un autre patient de Strasbourg. On a eu plusieurs cas de Guillain-Barré, donc d'où l'intérêt des séquences 3D-T2 STIR sur les plexus, où on voit très bien l'épaississement bilatéral des nerfs, et qui peuvent s'associer à des atteintes intracrâniennes avec des prises de contraste des nerfs crâniens. Et vous voyez, donc avec une seule séquence 3D T1 spinéco-gado, on arrive à sortir plein de choses sur le crâne. Et puis, ces anomalies qu'on avait sur le 3D FLAIR. Alors là, je voulais encore remercier Philippe, qui nous avait permis en fait de donner la main à nos collègues qui étaient plus experts que nous à la Fondation Rothschild ou bien à Lyon pour revoir les examens à distance qui étaient stockés au CHU de Strasbourg. Et donc, ça, c'est les 3D FLAIR dont on faisait l'acquisition en routine. Quand on regardait d'un peu plus près sur le 3D FLAIR Sangado, on avait des nodules comme ça à la face postérieure des globes chez un certain nombre de patients. Alors, soit c'est infectieux ou post-infectieux. Et l'autre hypothèse, c'est que, vous savez, les patients, comme ils étaient en SDRA, ils étaient couchés sur le ventre. Et donc, ça peut donner une hyperpression et qui pourrait aboutir à ce type d'anomalie orbitaire. Mais on avait d'autres atteintes. Et donc, ça aussi, quand on a un bon 3D FLAIR, c'est important. Avec la saturation de graisse, on arrive à étudier le nerf optique et le chiasma sur la même séquence. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les séquences. Et vous voyez là les atteintes des nerfs optiques, des chiasmas, des bandelettes optiques. Et puis, ça, c'est des données de la littérature, parce que nous, on s'y est un peu moins intéressés. C'était les atteintes des bulbes olfactifs, avec un œdème du bulbe à gauche qui régresse sur l'IRM de contrôle 3 semaines après, ou bien un œdème des fentes olfactives, qui pourrait être une des autres hypothèses pour expliquer les anosmies des patients. Et donc, pour conclure, je crois que j'ai à peu près respecté les temps. Vous voyez que finalement, c'est très compliqué. On avait plein de présentations radiologiques extrêmement différentes et avec plein d'hypothèses. Alors, probablement une grande place des dérégulations immunitaires, parce que je vous le redis, c'est des IRM qui ont été faites tardivement. Il fallait d'abord attendre que les patients se stabilisent, et on les faisait parce qu'ils se réveillaient mal. Ou bien le rôle des microangiopathies, des troubles de la coagulation. Et il y a probablement également un rôle de l'hypoxémie. Alors, le LCR, on a fait des LCR chez pratiquement 50 ou 60 patients. On n'en a eu que 2 ou 3 patients qui avaient du virus encore présent dans le LCR, mais ça, je pense que c'est aussi parce que c'était retardé. Et par contre, ce qu'on retrouvait, c'était des marqueurs de l'inflammation. Et donc, ça va bien en faveur des hypothèses dysimmunitaires. Alors moi, j'ai beaucoup espéré des études de neuropathes. Au début, sur le plan éthique, tout le monde avait peur de faire des autopsies chez ces patients en France. Donc nous, on a fait une seule autopsie, mais les Allemands ont fait beaucoup d'autopsies. Et en fait, finalement, ils retrouvent la même chose qu'en imagerie, avec pas beaucoup plus d'explications que nous. Et donc, il y a un papier dont le titre est assez marrant, c'est More puzzling than a Rubik's Cube. Et effectivement, ils trouvent pareil, des patterns très différents. Ils ne trouvent pas le virus. Ils trouvent des lésions anoxiques, des lésions vasculaires, des lésions démyélisantes, des lésions encéphalitiques.
Et donc finalement, il reste quand même beaucoup de questions en suspens. Et donc nous, on a commencé à suivre les patients pour voir ce qu'ils devenaient. Alors ces prises de contraste leptoméningées, par exemple, j'ai contrôlé le patient là que je vous ai montré, le deuxième, avec ses prises de contraste très marquées. Et ben ça a complètement régressé à quelques mois. Et puis là, on participe à une étude multicentrique internationale. On a colligé 450 IRM, et toujours pour essayer d'avoir une idée un peu plus précise des différents patterns radiologiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Kremer. Y a-t-il des questions? Très bien. Sur ce dernier point, en l'occurrence le patient Covid long, donc du coup, vous continuez aussi à avoir des travaux particuliers sur ces sujets? Alors, ça, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, c'est des gens qui se plaignent de symptômes à distance d'une infection à Covid. Alors, on va séparer nos patients graves, là. C'est généralement des patients qui ne sont pas passés en hospitalisation, mais qui ont une vraie complainte, qui sont parfois en arrêt de travail, etc. Et donc là, il y a des filières qui se sont mises en place sous l'égide des différentes ARS, justement pour organiser une prise en charge. Et nous, sur le plan de l'imagerie, comme il y a des plaintes souvent neurologiques, on leur fait quand même une IRM cérébrale, et souvent on ne trouve pas grand-chose. Donc ça, c'est un côté plutôt rassurant. Et ce qui est bien, c'est donc, pour qu'il n'y ait pas d'errance médicale, c'est de les faire rentrer dans une vraie filière de prise en charge. Merci. Merci pour votre participation à ce symposium.